Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le 36e numéro de l'Hebdo des luttes. Salut Philippe. Salut Thierry, bonjour. Voilà, écoutez, on passe directement aux brèves. Alors on va commencer par encore un petit scandale financier. Après les Offshore Leaks, les LuxLeaks, les SwissLeaks, les Panama Papers, 11 300 milliards détournés, en tout cas dans les paradis fiscaux. Eh bien, nouvelle information du Monde et de 24 journaux internationaux, c'est une arnaque aux dividendes. Alors c'est combien le chiffre en même temps ? 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros détournés depuis 10 ans. Par rapport aux dividendes qui ne sont pas déclarés ou peu déclarés. 4 banques sont dans le coup, la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et Natixis. Et pour la France, c'est sur 10 ans, 33 milliards d'euros de détournés qui ne sont pas rentrés dans les caisses de l'État. Il y a quelques jours, Jean Castex, pris d'un élan de générosité, a accordé 100 euros au petit peuple qui gagne moins de 2 000 euros par mois. Voilà. Et Alex Bompard, PDG de Carrefour, pris du même élan de générosité, a décidé de doubler la prime. Bravo. Fantastique. Bravo. Sauf que les négociations salariales chez Carrefour en 2021 ont alloué aux salariés 0,9% en 2 fois. Voilà. Et que la revalorisation du SMIC au 1er octobre a fait que 3 catégories se sont retrouvées en dessous du SMIC. La générosité, on la note là. Voilà. Et en même temps, une semaine avant cette annonce, il avait décidé de remettre en location-gérance 43 magasins qui touchent 6 000 salariés. Et on ajoute ça, bien sûr, aux 55 magasins qui avaient déjà été mis en location-gérance l'année dernière. Voilà, donc les élans de générosité de Bompard, on se rend compte qu'on est plus dans la com et dans l'effet d'annonce et que finalement, il est beaucoup plus généreux avec ses actionnaires qu'avec ses salariés. Et parmi les 43, il y a 17 hypermarchés, dont 3 dans les Bouches-du-Rhône. C'est Bonneveine, je crois Vitrolles et Grand Littoral. Et donc c'est le même débat et la même bataille qui s'annonce avec celui de Port-de-Bouc. Affaire à suivre sur l'Hebdo des luttes. Ils font la plonge dans les cuisines du café Marly, un restaurant chic situé sous les arcades du Louvre à Paris. Ils ramassent les ordures ménagères dans toute l'Île-de-France, sous la bannière de l'entreprise C'est Pur. Ils livrent les courses au domicile des clients parisiens, de Monoprix par exemple. Ils sont aussi intérimaires chez Manpower, ils conditionnent et expédient les journaux à France Routage, et ils sont aussi jardiniers, ouvriers du bâtiment ou manutentionnaires dans la logistique pour le compte de grands groupes comme Bouygues, Eiffage et Chronopost. Eh bien, qui sont-ils ? Eh bien, ce lundi 25 octobre, il y a 2 jours, 3 jours même maintenant, eh bien, ils se sont mis en grève. Pourquoi ils se sont mis en grève ? Parce qu'ils sont sans papier. Et la CGT les a appelés à arrêter le travail pour justement avoir des papiers, parce qu'ils bossent ici, ils vivent ici, ils restent ici. Vous savez, les semi-conducteurs, c'est ce qui pullule dans vos voitures, dans vos smartphones, c'est ce qui permet de faire fonctionner tous ces éléments. Eh bien, aujourd'hui, ces semi-conducteurs que tous les industriels ont choisi de faire fabriquer en Asie parce que ça coûte moins cher et que le coût du travail en France il est prohibitif, eh bien aujourd'hui, il manque. Et il manque par exemple chez Renault. Et chez Renault, pour l'année écoulée, ça leur coûte 500 000 voitures de non produites. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors Renault annonce que, bon an, mal an, la marge ne va pas bouger parce qu'ils ont prévu 2 milliards d'économies sur les frais généraux de manière à pallier ce manque. Donc, on imagine qu'une fois de plus, le salarié va servir de variable d'ajustement. À Vitrolles et dans une centaine de restaurants sociaux en France. Restaurants sociaux des PTT. Pourquoi les PTT ? Parce qu'effectivement, il y a 60 ans qu'ont été créés ces restaurants sociaux, à l'initiative notamment de la CGT, parce qu'à l'époque, elle était ultra majoritaire. Eh bien, ces restaurants sociaux sont aujourd'hui condamnés. Condamnés par qui ? Par la direction qui veut les vendre à un groupe de bouffe, privé, en gros, pour refaire du fric. Mais en fin de compte, ces restaurants sont effectivement très importants pour les facteurs et les factrices notamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les tarifs pratiqués sont très bas et leur permettent de manger, pas à l'œil, mais et de bonne manière. Parce qu'aujourd'hui, les facteurs, les factrices touchent quoi ? 1 500 €, 1 600 €. Donc c'est un vrai plus social que la direction veut annihiler. Et la CGT a assigné La Poste
en référé pour justement condamner cette pratique, parce qu'y compris les syndicats n'avaient même pas été consultés. 2 milliards 100 millions d'euros. C'est l'argent détourné par les employeurs. Ce détournement, il est simple. Non-déclaration de maladie professionnelle, non-déclaration d'accident de travail. Et forcément, c'est la sécurité sociale qui prend à charge ces non-déclarations. Alors que ces 2 milliards d'euros, la sécurité sociale en aurait bien besoin. Et là, bizarrement, les patrons peuvent le faire, peuvent continuer de le faire et continueront de le faire parce que personne ne dit rien. Cette semaine, dans notre journal, 2 gros plans. Le premier, c'est par rapport à la privatisation des TER en région PACA, avec une mobilisation dès demain, enfin vendredi 29, pour ceux qui regarderont le journal ce jeudi, mais dès le 29, une grande mobilisation nationale des cheminots à Marseille. Et donc, ce sont les jeunes cheminots CGT qui nous expliquent les conséquences, surtout, de la privatisation du TER, à la fois pour les usagers, mais aussi à la fois pour les cheminots. Début concret de la concurrence sur les rails. La région PACA a choisi l'entreprise Transdev pour la ligne Marseille-Toulon-Nice. L'ouverture à la concurrence elle-même déjà, elle est dans sa construction plus chère que le service public. Ça y est, on connaît les grands gagnants de l'exploitation des lots TER PACA. Oui, et étonnant non ? Le lot le moins rentable, l'étoile niçoise, est remporté par la SA SNCF Voyageurs, mais via l'une de ses filiales, SNCF Sud-Azur. Le lot le plus rentable, Nice-Marseille, 10% du trafic pour 34% des recettes, est remporté par Transdev, opérateur privé. Mais en quoi Transdev a-t-il intérêt à remporter ce lot ? Déjà parce que pour lui, c'est tout bénef. Ce que la région n'a pas voulu débourser pour le service public, elle le dilapide volontiers aux intérêts du privé. 40% de la convention précédemment signée pour l'exploitation de l'ensemble du réseau a été gracieusement attribuée à Transdev pour exploiter 10% du trafic. À cela s'ajoute l'achat de 12 rames, un nouveau technicentre, des modernisations et des rénovations. Tout cela aux frais de la région, donc aux frais des contribuables. Soit une augmentation du coût du kilomètre pour nous tous, contribuables de PACA, de 15,80 à 20 euros. Rentable, oui, mais pour les actionnaires uniquement. Facile de satisfaire à certaines exigences dans un tel confort financier, cadeau auquel la SNCF n'a pas eu droit. Pourtant, le but premier d'un opérateur privé sera toujours la rentabilité. La gratuité de l'accès à une ligne sinistrée par des intempéries, par exemple, ne sera plus d'actualité. Quel impact cela va avoir sur les cheminots ? Le premier coup près va tomber sur l'emploi. Le lot Transdev sera exploité par 81 cheminots de moins qu'aujourd'hui. Et le lot Sud-Azur par 180 cheminots de moins. Autant dire que la saignée sur l'emploi ne se fera pas sans douleur. Pour les cheminots transférés, que ce soit dans la filiale ou à Transdev, les conditions sociales seront renégociées et les accords d'entreprise n'auront une durée de vie que de 15 mois. L'ensemble des cheminots doit donc lutter pour un socle social au moins identique à l'actuel. C'est l'éclatement de l'entreprise et des forces qui la constituent qui est recherché. Pourtant, les directions seront toutes soumises au même accord national qui constituera leur base de négociation. Plus cette base sera protectrice, mieux les cheminots pourront préserver en local leurs conditions sociales et de travail. D'où l'intérêt de se mobiliser au plus vite, massivement, pour peser lourdement dans le rapport de force. Un socle social de haut niveau permettra aux représentants CGT de mener des négociations, elles aussi de haut niveau, en régional. Les conditions de transfert dépendront elles aussi du rapport de force. Un premier appel au volontariat sera effectué par l'opérateur prenant du marché. Si la majorité des cheminots ne cèdent pas à l'appel des sirènes libérales, qui cacheront un projet de régression sociale, nous serons en capacité de renégocier les conditions de transfert et peser sur les emplois en combattant la polyvalence annoncée. Il ne faut pas oublier que le nouvel opérateur, quel qu'il soit, compte sur l'expertise et le savoir-faire des cheminots. Si ces mêmes cheminots montrent qu'ils ne sont pas prêts à céder sur leurs emplois et leurs droits, rien ne se fera sans eux. C'est pour cela que la mobilisation de tous est indispensable, quel que soit le service, quelle que soit la ligne. Ne rentrons pas dans le jeu des politiques et de la direction, c'est-à-dire de se diviser entre lignes, entre services ou entre activités. Tous les services et collèges du ferroviaire sont interdépendants. Une partie de l'exploitation d'une ligne par un opérateur privé, c'est une baisse de charge d'un bout à l'autre de la ligne, pour la traction par exemple. C'est aussi une partie de la direction et des fonctions support qui est transférée. Et pour les autres résidences de roulants interconnectés, cela signifie plus de mutation,
moins d'évolution possible et par répercussion, moins d'effectifs global. Et un parcours professionnel entravé, même en se basant sur la réglementation actuelle. Quant aux sédentaires, déjà que leurs métiers ont été les plus impactés par les dernières restructurations, il n'y a pas besoin d'être médium pour comprendre le sort qui leur est réservé. Depuis de nombreuses années, la SNCF a déjà réduit drastiquement les effectifs escales et ventes. Vous l'avez compris, le rapport de force est nécessaire. Sans le nombre suffisant d'agents mobilisés, la CGT ne pourra pas négocier ce qui est pour nous cheminots le socle social minimal auquel nous avons droit. Il est donc temps d'interpeller nos camarades et nos collègues sur les mobilisations à venir, initier leur prise de conscience et les impliquer dans la lutte. Second gros plan, on voulait revenir, Philippe, sur l'énergie qui coûte de plus en plus cher et qui ampute notre pouvoir d'achat, mais pour tout le monde. Et donc, on voudrait revenir là-dessus avec la CGT qui explique pourquoi aujourd'hui l'énergie est si chère. Sur la question bien actuelle de la hausse des factures d'énergie pour l'ensemble des citoyens, aujourd'hui on peut faire le bilan après 20 ans de libéralisation du marché de l'électricité et du gaz, qui a un échec cuisant puisque l'électricité a quasiment doublé, alors que dans le même temps, le gaz a lui plus de doublé. C'est dramatique pour l'ensemble des citoyens et malheureusement c'est pas fini. C'est pas fini ces augmentations de tarifs parce que l'histoire elle est écrite comme ça. On nous a vendu qu'il fallait une ouverture des marchés et une concurrence libre et non faussée pour faire réduire les factures des usagers. Force est de constater que année après année, c'est pas une réduction, mais c'est une hémorragie qu'on est en train de vivre et les mois à venir ne seront pas là pour aller vers une réduction des factures, au contraire. Face à ces augmentations, le gouvernement il a annoncé des soi-disant mesures au travers d'un bouclier énergie. Alors les mots sont justement trouvés pour rassurer, alors que ça n'a rien de rassurant et que les mesures posées sur la table, nous, on les assimile à des mesurettes. Pourquoi ? Parce que on nous dit on va bloquer, geler le tarif, alors que la première hausse qui a eu lieu au 1er octobre, notamment pour le gaz, elle est effective pour l'ensemble des usagers, et que la hausse qui viendra au mois de février sur l'électricité, elle sera aussi effective. On vient masquer l'augmentation en lissant cette augmentation, mais rien ne nous dit que après le mois d'avril et en gros après les présidentielles, on n'aura pas encore une augmentation des tarifs. C'est des mesurettes dans l'ensemble de ce qu'ils proposent. On ne minimise pas le chèque énergie et ce que ça représente pour un certain nombre pour même 7 millions de foyers en situation de précarité énergétique, mais 100 €, c'est rien du tout face à la valeur de la facture pour l'ensemble des usagers. Le Premier ministre pose 100 € de chèque énergie pour 6 millions de foyers. Ces 6 millions de foyers, il sait pertinemment qu'il n'y en a que la moitié qui utiliseront ce chèque énergie à peu près, puisque avec un certain nombre de difficultés dans le fonctionnement du chèque énergie, ils savent à l'avance qu'il ne sera pas consommé dans sa globalité. Et en plus, dans la même phrase, le Premier ministre nous dit je ne peux pas baisser la TVA, mais je finance le chèque énergie avec les excédents de TVA. Alors que nous, on a des propositions qui sont justement très justes sur les taxes et notamment sur la TVA. La CGT, on a des propositions immédiates et d'urgence pour l'ensemble de ces foyers, puis pour combattre la précarité énergétique et combattre ces hausses de factures. C'est l'abaissement de la TVA, déjà. Cet abaissement de la TVA à 5,5% sur l'ensemble de la facture permettrait pour un foyer, on va dire, lambda de 4 personnes dans une maison, isolée de manière à peu près efficace, donc quelque chose d'assez représentatif, d'économiser 400 € sur la facture annuelle. Alors pourquoi cet abaissement de TVA à 5,5% ? Tout simplement parce que l'électricité et le gaz, c'est des biens de première nécessité et qu'il faut qu'on les considère en tant que tels et qu'il faut que la puissance politique décide de les considérer en tant que tels pour l'intérêt général de la population. Mais côté CGT, nos propositions, elles ne s'arrêtent pas là. Il faut vraiment, réellement parler de services publics, de l'électricité et du gaz. C'est ce qu'on porte notamment à la FNME dans notre programme progressiste de l'énergie. Ce programme, il a plusieurs ambitions. C'est d'avoir une fiscalité plus juste sur la facture, mais aussi de réussir les défis qui nous attendent pour l'avenir, donc la transition écologique, la transition énergétique, avec des réponses à l'intérêt à la fois des usagers, mais aussi des industriels, puisqu'il n'y a pas d'industrie sans service public. Et pour ça, il faudra un retour à des tarifs réglementés, avec un mix énergétique
équilibrée, pilotable et des tarifs régulés de vente. Dans l'histoire de notre pays, au sortir de la guerre en 1946, il y a eu un certain courage politique pour nationaliser l'électricité et le gaz et pour répondre à l'intérêt général, que ce soit pour les usagers ou pour les industriels. Ils ont dit non. Nous, Plus belle les luttes, apportons notre soutien plein et entier aux travailleurs de la centrale de Gardanne qui sont aujourd'hui en lutte pour maintenir leur emploi et leur outil de travail. Mais pas que, parce que d'autres personnes aujourd'hui se manifestent de plus en plus pour apporter ce soutien à ces travailleurs, en particulier Alain Barrier, qui est l'ancien secrétaire des mines de Gardanne. Bonjour, Jean-Alain Barrier, ancien secrétaire général du syndicat CGT des mineurs de Provence et ancien membre du bureau fédéral de la fédération Mines Énergie CGT. Cela fait donc 3 ans que les salariés de la centrale de Gardanne avec leur syndicat CGT mènent le combat pour la défense du site de Gardanne et de la défense de leur emploi. Cette lutte exemplaire fait suite à la décision d'Emmanuel Macron de la mise en arrêt de 3 centrales thermiques que compte notre pays. Les salariés de Gardanne avec les CGT ont raison de mener cette bataille pour plusieurs éléments. Le premier, c'est que malgré les annonces de Gazelle Énergie et du gouvernement, leur objectif est la fermeture totale de la centrale thermique à moyen terme. Et à court terme, d'en tirer les meilleurs profits de l'exploitation de ce site. D'ailleurs, à ce propos, nous avons connu déjà ça dans le passé, avec la société Endesa espagnole, et ensuite avec E.ON les Allemands, qui ont exploité ce site pour quelques années pour en tirer principalement des profits, au détriment de l'intérêt des salariés et du développement industriel du bassin minier, fortement touché par la désindustrialisation suite à la fermeture des mines. Ils ont raison aussi parce que ce dossier prend en compte la question de la protection de l'environnement. Ils ont raison aussi parce que ça répond aux besoins énergétiques de la région PACA. Et ils ont raison parce que c'est la pérennisation des emplois. S'il y a donc des irresponsables dans ce dossier, c'est bien ceux de la direction et du gouvernement qui refusent d'ouvrir les négociations alors que le projet est fiable, ou même des repreneurs industriels sont intéressés et où des responsables des pouvoirs publics soutiennent ce projet. Alors j'en appelle à la population afin que non seulement elle soutienne cette bataille, mais qu'ils s'inscrivent dans cette lutte pour la défense de ce site industriel et l'avenir de leur bassin minier. Voilà, donc le 36e numéro touche à sa fin. Pour le 37e, ce ne sera pas la semaine prochaine parce que nous serons en congé, mais la semaine suivante. Passez de bonnes vacances, portez-vous bien, continuez à nous être largement très fidèles, partagez l'Hebdo des luttes sur les groupes Facebook Hebdo des luttes et Plus belle des luttes, et bien sûr sur notre page, sur notre chaîne télé YouTube. À bientôt Philippe. À bientôt Thierry. Au revoir à tous et à dans 15 jours.